Andal Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 56e épisode du podcast d'Andal Vraz, la cantine numérique de Brest. Nous recevons Victor Leite-Jardim, doctorant au Lemar, laboratoire de l'Institut universitaire européen de la mer à l'Université de Bretagne occidentale. Il nous entretient de ses recherches sur le suivi et la modélisation de la complexité des habitats biogéniques que sont le merle et les herbiers de zoster, au moyen des outils de l'écologie numérique. Bonne écoute. Victor Leite-Jardim, bonjour. Bonjour. Tu es doctorant au Lemar à l'Université de Bretagne occidentale et tu fais une thèse sur l'écologie benthique, l'écologie des fonds marins, une thèse en écologie numérique, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de statistiques. C'est quoi exactement le sujet de ta thèse ? Alors, oui, c'est exactement ça, c'est beaucoup de statistiques. Et le sujet exact de ma thèse, c'est le rôle des espèces fondatrices sur la biodiversité. Et plus spécifiquement encore, c'est sur le rôle de la complexité structurelle de ces espèces fondatrices. Et une espèce fondatrice, c'est qu'on appelle une espèce qui est abondante, donc elle est bien présente dans un habitat, et qui va produire une structure qu'on appelle biogénique parfois. Donc ça veut dire qu'elle va vraiment créer une structure physique où d'autres espèces peuvent venir, par exemple, se cacher, se protéger des prédateurs, trouver de la nourriture. Donc elles peuvent marcher comme des micro-habitats, on utilise ces mots souvent, et comme des zones de nurserie par exemple. Donc ça veut dire que les espèces, elles peuvent venir, les espèces animales surtout, elles peuvent venir se reproduire dans ces zones où il y a beaucoup de ces espèces parce que justement elles sont plus protégées des prédateurs et aussi des contraintes juste physiques comme les courants, les vagues, voilà. Donc, mon travail consiste justement en essayer de quantifier cette complexité dans la structure des espèces. Par exemple, si on imagine un coraux, des coraux, je pense que c'est plus visuel pour la plupart des gens, on imagine direct, par exemple, des gorgones ou des structures qui sont assez complexes. Donc, elles ont une forme avec beaucoup de bifurcations, où on peut avoir une biodiversité associée qui est assez grande. Moi, je vais m'intéresser justement à comment mettre de chiffres sur cette forme. Par exemple, très souvent, depuis les années 60, les gens ils essayent de faire ces études plutôt d'une façon qualitative. Ça veut dire qu'ils vont dire, ici c'est complexe, ici c'est moyennement complexe, et ici il n'y a pas de complexité. Ils vont compter le nombre d'espèces différentes qu'on va trouver dans une même surface. C'est ça. Et selon ces niveaux de complexité qui sont arbitraires à un certain niveau. Le cerveau humain, il est très très fort en déterminer qu'est-ce qui est complexe et qu'est-ce qui n'est pas. En fait, je pense que si on prend plusieurs personnes et on le met devant des structures différentes et on le dise est-ce que ça c'est complexe, est-ce que ça n'est pas complexe, la plupart des gens vont arriver à avoir à peu près le même avis. Ouais. Seules les formes qui sont extrêmement complexes, donc là peut-être qu'il va y avoir un peu de variation entre les personnes, mais en fait on a évolué pour ça. Et du coup ça pose un peu de problème quand on va sur le côté juste qualitatif, parce que ça nous permet moyennement d'investiguer exactement quel est le rôle de cette complexité. Donc là, que j'essaye de faire, c'est justement de trouver des différentes techniques pour quantifier cette complexité. Et je travaille du coup sur deux écosystèmes en Bretagne, mais plus particulièrement sur un, qui est le banc de merle. Donc, le merle, c'est une algue coralligène, donc une algue qui produit du calcaire, qui va avoir du calcaire autour de toutes ses cellules et qui ressemble un peu à des coraux. Les coraux sont des animaux, mais ça, c'est vraiment une algue. Elle fait de la photosynthèse, c'est une algue rouge. Et ça peut être plusieurs espèces. En fait, je dis c'est une algue, mais plusieurs espèces peuvent former cette structure qu'on appelle en France du merle. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble pas à une grande plante avec de longues branches ou de longues feuilles. Non. Alors, en Bretagne, ça ressemble à des petites... je pourrais dire que c'est un peu
des petites pièces Lego, mais beaucoup plus complexes. Elles ont de quelques centimètres jusqu'à quelques millimètres même. On peut avoir des brins très très petits, mais qui vont jusqu'à... En Bretagne, on trouve jusqu'à peut-être à 6-8 cm de diamètre. Donc elles peuvent être assez grandes. C'est pas trop comparable avec des espèces dans des zones tropicales. Elles peuvent être massives, elles peuvent être énormes même, de faire des diamètres de 20 cm. C'est le même type de formation à peu près. Et il y a toute une discussion sur la terminologie, si c'est merle ou si c'est rhodolite. J'ai sorti un papier là-dessus d'ailleurs, que sur la nomenclature, parce que la complexité, elle est si énorme dans ces plantes qu'on a des variations de morphologie qui font que les gens soient en désaccord sur comment l'appeler. Mais en gros, en Bretagne, la plupart du merle qu'on connaît, il a à peu près la même forme. Il peut être plus aplati ou sinon il peut être assez branchu. Ça veut dire qu'il va avoir plein de petites ramifications, toujours dures. Donc il faut vraiment le visualiser plutôt comme presque un caillou qu'une plante molle, comme par exemple une algue qu'on voit, une algue verte ou une algue, même des algues brunes qu'on peut voir sur les plages ou sur le strand. Et ces algues, elles vont s'accumuler dans des fonds marins. Là où normalement c'est un peu plus de vase, un mélange avec de la vase avec du sable. S'il y a beaucoup de vases, normalement on ne va pas trouver parce qu'ils peuvent être assez vite couvertes et du coup elles vont mourir. Mais on le trouve dans des zones assez vaseuses comme par exemple l'Arrêt de Brest. Okay. On a des bancs de plus de 20 km de diamètre, donc c'est vraiment des extensions énormes où le fond est complètement couvert par ces algues. Et du coup, ça change complètement la structure physique de l'habitat, d'un milieu un peu mou dans lequel on s'enfonce, à un milieu beaucoup plus stable, mais qui reste quand même granuleux. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, on a des petites crevisses, des petits trous où plein de petites bestioles peuvent venir se cacher et se reproduire. Et on a une diversité mais énorme sur ces fonds. Par exemple, juste sur la base de données qu'on a à l'Observatoire marin de l'UM, on a plus de 1000 espèces d'invertébrés que sur ces habitats-là. Et il y a des articles qui ont sorti déjà, ça date de 2015, mais je pense que c'était déjà une sous-estimation. Si on refait, on va avoir encore plus, mais 30% des espèces du nord-ouest atlantique, des algues, elles peuvent être trouvées sur ces bancs. Donc, c'est vraiment une diversité énorme. Et aujourd'hui, avec les travaux de mes collègues qui viennent de finir leur thèse, Aurélien Boyer, bon, lui, il a fini déjà en 2019, mais 2018 même. Mais par exemple, ma collègue Shirin Tomi, elle vient de soutenir sa thèse l'année dernière. Et avec leurs travaux et aussi avec les miens, on voit qu'il y a une forte probabilité que ces habitats ne fonctionnent pas juste comme des zones de nurserie, mais aussi comme des zones d'export des espèces, comme une source d'espèces pour des habitats qui sont proches. Et du coup, ils ont une importance pas juste locale, mais une importance déjà régionale, mais on pense qu'il y a encore peut-être plus que ça. Parce que on trouve vraiment une grande partie des espèces des macro-invertébrés, donc ça veut dire des invertébrés d'une certaine classe de taille, à partir de 0,5 cm jusqu'à, je pense que 2 cm, si je ne dis pas de bêtises, donc je regarde. Donc ça veut dire que tout ça, ces 1000 espèces, c'est pas en prenant en compte, par exemple, des poissons, parfois des petites larves, mais bon, pas des gros poissons, pas de requins, parce qu'il y en a énormément aussi ici sur la mer. Et, par exemple, les roussettes, c'est une espèce que je pense qui est connue par la plupart des Bretons. Très souvent, on la trouve dans le banc de merle. C'est ces œufs, en fait. Ouais. Elles pondent leurs œufs soit dans des bancs de merle, soit dans des herbiers à Zoster marina. C'est aussi un des habitats que j'ai travaillé, parce que pareil, ça, pour le coup, c'est des vraies plantes. Ce sont de vraies plantes marines.
Donc ça veut dire que ça ressemble à de l'herbe. Ouais, une plante terrestre, c'est comme une plante à fleurs, mais sous l'eau, à la différence des algues qui sont d'une autre structure. Exactement. C'est exactement ça. Donc ouais, elles ont des fleurs même. C'est assez rare de leur retrouver, mais elles ont ces structures. Et pareil, on en a beaucoup en Bretagne. Et moi, j'ai la chance de travailler du coup à l'IEM, et plus particulièrement avec mes deux encadrants, mais mon encadrant Jacques Graal qui gère beaucoup l'observatoire marin de l'IEM et qui est depuis 2004 en train même avant, mais on a un suivi spécifique pour plusieurs habitats, dont le merle et les herbiers azostères, depuis 2003, qui est fait toutes les années pendant le printemps et après pendant l'automne. Donc on a une base de données de plus de 20 ans. Donc l'idée, c'est à la fois de voir l'évolution des communautés et des habitats, voir si tout va bien, de détecter des pressions humaines, mais aussi de pouvoir explorer des questions de base d'écologie, comme par exemple les questions qu'on se pose sur ma thèse, qui vont avoir des conséquences pour la conservation, mais qu'avant qu'on arrive à penser à ces conséquences, il faut qu'on comprenne vraiment les mécanismes qui sont derrière le maintien, on va dire, de la biodiversité. Donc en gros, on s'intéresse sur ma thèse sur quelle est l'importance de chaque processus physique, par exemple. Donc qu'est-ce qui est plus important pour les espèces qui sont associées à ces algues et à ces plantes? Est-ce que c'est les courants? Est-ce que c'est le type de sédiments où elles s'encontrent? Par exemple, est-ce que c'est le fait que ce soit plus du sable, ou que ce soit plus de la vase? Est-ce que c'est parce que c'est battu, il y a beaucoup de vagues, où il y a beaucoup de vent? Donc on regarde tout ça, la température aussi. Mais l'idée, c'est d'essayer de quantifier combien ces différentes variables elles vont avoir une influence sur les espèces qui sont associées au merle. Et du coup, on s'intéresse plus particulièrement au rôle de cette structure physique qu'elle mène. Donc, c'est pas juste, on quantifie la structure et on dit, ok, il y a plus des espèces là où il y a une structure plus complexe. On veut vraiment mettre des chiffres sur la proportion de la variabilité dans la communauté qui est expliquée par cette structure. La structure construite en fait par cette espèce fondatrice. C'est ça. Et tu utilises quoi comme type d'outil pour travailler tout ça? Alors, c'est ça le côté que je trouve assez cool de ma thèse, vraiment, c'est une partie qui me passionne. Moi, je les modélise, donc des petits brins de merle avec l'aide d'un scanner 3D. Donc, je vais avoir des nuages de points, donc des images vraiment dans un espace 3D, où mon brin de merle il est représenté à une précision de 0,03 mm. Et du coup, avec ces images 3D, je peux essayer de reconstruire les habitats d'une façon simplifiée, forcément, mais au moins de représenter le fond marin avec différents types de brins et aussi selon leur densité dans les habitats qui ont suivi. Et après, je lisse toute cette donnée avec la donnée de biodiversité qu'on a pour plus de 20 ans. Donc en fait, j'utilise à la fois de nouveaux données acquis pour la quantification de la structure et à la fois des données historiques depuis de 20 ans sur l'état des communautés des invertébrés. Et là, ce que je suis en train de faire là, c'est mon dernier chapitre de thèse, c'est justement à l'aide de ces modèles 3D, à la fois quantifier à partir des différentes métriques. Je pense qu'elles sont elles font un peu peur quand on entend, mais par exemple, on a un type de mesure que c'est la dimension fractale. En gros, elle va voir une différence de détail
selon les différentes échelles avec lesquelles on regarde l'objet. Donc, par exemple, un objet fractal, on va dire un vrai objet fractal, il va avoir les mêmes niveaux de détail ou des niveaux de détail encore plus poussés. On a beau zoomer ou dézoomer, C'est ça. on voit toujours une image aussi compliquée. C'est ça. Et du coup, ça, c'est un outil qui est utilisé depuis vraiment longtemps, depuis au moins les années 90, pour vérifier la complexité des data. Il est assez compliqué, il est assez controversé parce qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un chiffre pour la dimension fractale. Et avec l'émergence des outils 3D, ça commence à se clarifier un peu plus et il y a des techniques un peu plus, on va dire certes, entre guillemets, mais des techniques qu'on peut avoir un peu plus de confiance. Avant, ça s'était fait surtout avec des images, soit des photos, soit avec des dessins, avec le contour des objets. Ouais. Et on arrivait à faire une analyse là-dessus. Moi, j'ai fait ça aussi avec des photos pendant mon stage. Et voilà, c'est une technique qui fonctionne bien, mais qui a beaucoup de contraintes encore. Donc nous, on s'intéressait à la 3D parce qu'elle nous permet d'avoir vraiment toute la complexité de l'objet. Parce que quand on prend une photo 2D d'un objet qui est complètement différent dans tous ses axes, bah forcément, on est en train de prendre juste une partie de cette complexité. Ils ne sont pas des objets uniformes. Que si je prends un côté de mon brin et après je le tourne 360, il peut être complètement différent. C'est très difficile même de reconnaître. Donc, par exemple, moi j'ai des petites boîtes qui sont utilisées normalement pour des lames, où j'organise chacun de mes brins pour chacun de mes sites que j'ai suivis, et ils sont numérotés parce que en fait si je les mélange, impossible de les reconnaître. J'avais dit quand on était en train de discuter que notre cerveau il est fait pour reconnaître la complexité, mais à partir d'un niveau on n'arrive plus à savoir quel brin est lequel. Donc voilà, le scanner 3D et la modélisation 3D elle me permet d'avoir vraiment un détail assez significatif de ces algues. Du coup, après, tu l'importes dans un outil particulier. Tu utilises Blender ou des choses comme ça. Ouais. Alors, il y a plusieurs logiciels que j'utilise ou langages. Au niveau des brins, du coup, au niveau d'un individu d'algue, ce que je vais faire normalement, c'est que je vais l'importer directement sur R. Ouais. Bon, d'abord, je fais un pré-traitement avec Python, donc voilà, un langage où je vais importer les fichiers avec ce qu'on appelle en anglais la mesh, donc on va dire la maille, la maille 3D. Et d'abord, je vais faire un petit traitement sur chacune de mes mailles pour qu'elles soient toutes homogénéisées, on va dire, pour que j'ai pas des mailles beaucoup plus détaillées que d'autres, parce qu'en fonction de la taille de mon brin de merle, je peux avoir un modèle qui est beaucoup plus lourd qu'un autre. Donc je mets de petites règles. Par exemple, je veux que je mets une taille maximale et une taille minimale pour chaque triangle qui va être fait dans ma maille. Et donc je fais ces premiers traitements avec du code. Après, je vais aussi l'intégrer sur R pour faire plein de mesures, comme par exemple la dimension fractale, juste sinon calculer les diamètres. Une chose qui est très intéressante, que je pense qu'elle a une application, c'est vraiment la mesure que je trouve qui explique mieux la complexité de l'objet et aussi de la fonctionnalité d'espace libre, d'espace disponible pour les espèces, que c'est du coup les volumes interstitiels. En gros, dans l'ordinateur, je vais mettre comme une sorte de plastique autour de mes brins modélisés, et que c'est comme si j'avais, je sais pas si tu as déjà vu, mais par exemple quand on met des fringues l'hiver, on peut avoir des sacs où on met l'aspirateur, ça enlève l'air et du coup toute la forme des habits elle reste intacte, et le plastique il est vraiment en train de se coller presque parfaitement à ça. Bon, nos objets ils sont assez fragiles, donc faire ça c'est impossible, mais dans l'ordinateur on arrive à faire d'une façon où on va avoir une couche autour de cet objet qui va être normalement
très collé à sa forme, mais qui va avoir aussi des espaces entre le vrai objet et le plastique, entre guillemets, virtuel que j'ai créé. Et du coup, c'est justement ces volumes, cette différence de volume entre le plastique et l'objet réel qui va me donner une idée de la complexité de cette... Tu essaies de mesurer peut-être l'espace utile qu'il y a à l'intérieur de la forme. C'est ça. Et du coup, à la fois voir l'espace total autour d'un brin, mais aussi de voir la variabilité de cet espace au niveau d'un brin. Parce qu'en fait, comme ce sont des objets assez irréguliers, d'un côté, je peux l'avoir complètement plat, donc il y aura presque aucun espace disponible pour se cacher, mais bon, on pourrait dire, ouais, mais c'est peut-être un espace qui est quelque chose, peut venir se fixer aussi. Mais bon, pour simplifier l'histoire, on va dire juste, on n'a pas des petits trous où il y a quelque chose qui peut venir se protéger. Et de l'autre côté, ça peut être super ramifié et avoir plein de micro-habitats. Tu n'auras pas forcément les mêmes espèces ou les mêmes espèces à un même degré de développement en fonction de l'espace. Évidemment, plus ils sont jeunes, petits, plus ils peuvent se cacher dans un espace très réduit. Et puis après, ils grandissent ou une autre espèce un peu plus grande, elle a besoin d'un peu plus de place. C'est ça. Et c'est super intéressant parce que du coup, j'utilise aussi une approche par trait. Donc c'est une approche fonctionnelle pour les espèces. Ça veut dire que je veux vérifier si le type de forme de mes brins, il peut avoir une influence aussi sur les types des espèces qui sont là selon leurs traits. Par exemple, on étudie beaucoup les vers marins. Et bon, ils ont une forme molle, comme des vers de terre, mais dans l'eau, à peu près. Bon, c'est pas exactement le même groupe d'animaux, mais bon, juste pour avoir une vision un peu plus simple, on va dire que ça. Si on rentre dans la complexité des vers marins, on n'a pas fini, parce que c'est ça. Il y en a énormément, c'est très divers. Mais juste pour avoir un exemple, ces vers, du coup, ils ont une particularité, que c'est comme leur corps est mou, il est un peu malléable, et du coup, ils peuvent se cacher sur des endroits un peu... je sais pas si tu as déjà vu sur des trucs comme ça, sur des mèmes sur internet, mais où il y a des gens qui montrent leur chat qui passe sur des micro-trous, on dit mais comment c'est possible? Bon, le ver c'est un corps. Si les moustaches passent, le reste suit. Exactement. Et par contre, on a d'autres types d'animaux, comme par exemple des crabes, et on a des tout petits crabes, mais même s'ils sont tout petits, parfois ils vont pas réussir à rentrer dans toutes les espaces interstitiels, du coup, comme je disais, parce que leur carapace est dure. En fait, ils sont pas malléables. Donc ça, c'est un exemple aussi de trait. Donc c'est pas juste leur taille, mais c'est aussi comment leur corps peut se mouvementer. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs traits de ces espèces qui peuvent faire que selon l'habitation, il va avoir plus d'un type d'animal ou plus d'autres types. Donc c'est exactement à ces questions qu'on s'intéresse. Et le fait de modéliser cet espace interstitiel, il nous permet aussi de savoir, j'ai une espèce qui a ce type de mobilité et qui a à peu près cette classe de taille. Est-ce que je la rencontre ici avec ce type de brin? Oui, non, voilà. Donc ça, je fais avec à peu près 1000 espèces et avec de l'écologie numérique. Mais d'abord, le gros challenge, c'était justement d'avoir des mesures de complexité. Donc, c'est quoi l'écologie numérique? Alors, l'écologie numérique, j'ai vraiment peur de dire une bêtise avec mon encadrant Olivier Gauthier qui est son expertise vient me dire c'est pas ça l'écologie numérique, mais bon, je vais le dire comment je la je vais le dire comment je la vois, l'écologie numérique. En fait, c'est une discipline d'écologie qui s'intéresse à vraiment quantifier les patrons qu'on observe. Donc en fait, un peu à partir des différents outils, surtout de la statistique, quantifier des différents processus comme par exemple le changement dans les espèces dans une communauté au long du temps. Donc par exemple, on peut avoir un suivi annuel comme dans les zones que j'avais données et voir quelles sont les espèces qui vont être plus ou moins présentes au long du temps, et on peut vraiment mettre des chiffres à ces taux de variation. Et ça nous permet du coup de comprendre
à la fois les patrons, mais aussi les mécanismes qui mènent à ces patrons. Pouvoir corréler ça éventuellement à des variables comme la température, exactement. Donc, en fait, c'est des outils qui sont, qui sont basés vraiment sur des mesures qui nous permettent du coup d'avoir une vision un peu plus claire et peut-être moins arbitraire des processus naturels. Donc tu travailles principalement sur 2 habitats, donc le merle et les herbiers, en fait. Ces habitats, souvent qu'on repère, en particulier les herbiers, comme assez fragiles. Peut-être le merle aussi. Tout à fait. Et c'est des habitats qui peuvent éventuellement être exploités. Alors, l'exploitation du merle, fort heureusement, elle n'est plus d'actualité depuis quelques années déjà, depuis 2006 ou 2005. Et avant, elle était beaucoup exploitée pour déjà le traitement des terres, donc comme surtout ici en Bretagne, et même depuis le temps, en fait, les populations celtiques, elles utilisaient déjà en fait, pour traiter les sols. C'est un amendement agricole. C'est ça, parce que du coup, comme les sols ici en Bretagne sont particulièrement acides, d'avoir quelque chose de calcaire, c'est qu'ils avaient besoin. Donc ça a toujours été utilisé pour ça. Ça l'est toujours dans quelques parties du monde, et même en Europe, il y a quelques pays qui sont toujours en train d'exploiter le merle. Mais en France, ça s'est interdit. Et par exemple, ici en Bretagne, la plupart de bancs de merle qui ont suivi, ils sont dans des sites Natura 2000, donc ils ont quand même un niveau de protection assez intéressant. Néanmoins, ça reste des zones qui sont d'intérêt économique, et on a encore des activités qui peuvent détruire le merle sans structure. Donc par exemple en rade de Brest, on a quelques types de pêche qui vont utiliser des outils qui vont détruire... Qui vont retourner le matériau et donc détruire... Même le casser. Et donc ça détruit cette structure physique que toi qui t'intéresse. C'est ça, on va la modifier avec une réduction assez importante de cette complexité justement. Donc en fait ça veut dire que toutes les petites branches qui font c'est qu'on appelle le niche ou l'espace disponible pour les espèces, c'est assez fragile, c'est du calcaire mais c'est très très fin. En fait, chaque branche, elle va avoir quoi même pas 0,2 cm de diamètre. Les branches, elles sont vraiment fragiles. Et d'un côté, ces algues, elles se reproduisent surtout avec le cassage. Donc elles vont se casser et après elles vont refaire. Mais ça prend des années. En fait, pour la croissance moyenne, on va dire, qui est acceptée maintenant, c'est à peu près 0,04 cm par année, donc centimètres carrés par année. Donc c'est vraiment une croissance très très lente, et du coup si on passe un gros outil lourd par-dessus, il est vraiment cassé et ça ressemble plus à du sable grossier. Bien compact, assez, dans lequel il y a plus cet interstitiel. Exactement, donc c'est aussi une des choses qui m'intéresse énormément, et c'est pour ça que j'essaye de montrer justement l'importance du rôle de cet aspect physique et de cet espace les espèces biogéniques elles peuvent fournir. Bon, on va peut-être utiliser l'espèce fondatrice, mais biogénique, on dit... déjà on dit plutôt habitat biogénique plutôt qu'espèce biogénique, mais un habitat biogénique, c'est un habitat qui est créé en grande partie par des choses vivantes. Donc en fait, on va parler des récifs de coraux, des forêts, parce que les arbres du coup vont avoir une structure super importante. On va parler des merles, on va parler des herbiers, Azostera marina ici en Atlantique, mais c'est aussi à Posidonia dans la Méditerranée. On peut parler même des récifs des moules. Donc tout ça va créer des structures qui va être liée à une diversité associée. Donc on va appeler ça des habitats biogéniques. Donc c'est généré par des processus biologiques. Voilà, biogéniques. Donc en touchant, en perturbant une espèce,
en fait, on perturbe tout l'habitat. C'est ça, parce que du coup, c'est pour ça qu'on les appelle fondatrices, c'est parce qu'elles sont vraiment à la base de toute cette diversité qu'il y a autour. Si on la détruit, si on détruit son structure physique, on pense que ça va avoir un effet super important pour la diversité associée. Et du coup, en Bretagne, même si on a plusieurs endroits qui sont protégés, on a quand même un gradient de complexité au sein de ces habitats. Donc, par exemple, je vais prendre du merle aux îles Glénan. Il va être du merle assez petit, cassé et avec presque aucune branche. D'accord. Ça ressemble vachement à des cailloux. Et pourquoi ? Parce que pendant des années, surtout à partir des années 60, ça a été énormément exploité. Et c'est vraiment qu'au début des années 2000 que cette exploitation a été arrêtée. Mais en fait, les estimations, c'était que dans quelques années, si ça continuait au rythme que ça a été, on n'aurait plus du merle dans les îles. Alors qu'aux îles Glénan, on avait les dépôts de merle connus pour être les plus importants en France et peut-être même dans toute l'Europe. On pourrait avoir des dépôts de jusqu'à 6 mètres de profondeur avant qu'on trouve le fond. Et c'est encore un dépôt assez important, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout des brins morts et cassés. Bon, leur complexité, même si elle est faible, elle a toujours beaucoup d'importance pour la faune qui est là. Donc on a un habitat qui est quand même riche, qui a beaucoup d'espèces. Mais si on compare cet habitat avec, par exemple, quelques bancs qui sont en meilleur état, on va dire, en termes de la structure physique du merle, ben, on a quand même une grande différence au niveau de biodiversité. Surtout au niveau de la rade de Brest, on peut avoir quelques bancs qui ne sont pas du coup touchés par ces activités que je disais, où les brins ils sont super complexes, on a une densité assez forte et on a une biodiversité associée qui est énorme. Du coup, comme on a ces gradients de différentes complexités et différentes biodiversités associées, on peut vraiment quantifier quelle est l'importance de cette forme pour les espèces associées. Et du coup, aussi, ce gradient, il est lié à un gradient des différentes conditions d'environnement. Donc, par exemple, les conditions hydrodynamiques, donc voilà, de vagues, de courants dans les îles, parce qu'on suivit par exemple Belle-Île, Molène, on suivit les Glénans. Et par exemple à la côte, à la rade de Brest, qui est super protégée, elles sont complètement différentes. Et du coup, on peut avoir à la fois l'idée qu'est-ce qui est en train de produire cette forme dans le merle. Est-ce que c'est ces facteurs d'environnement? Est-ce que c'est encore d'autres choses? Et comment tous ces facteurs ils sont liés entre eux? Donc c'est tout un travail aussi d'essayer de voir les effets à la fois des courants directement sur la faune, mais aussi sur la structure qui va avoir un impact sur la faune. Donc en fait, j'aime bien dire que mon sujet de thèse il est assez complexe, mais pas juste parce que je mesure la complexité, mais c'est parce que tous ces différents processus ils sont interconnectés et on ne sait pas exactement où qu'est-ce qui est en train vraiment de mener à ces patrons qu'on voit en fait. Est-ce que c'est l'effet direct de l'hydrodynamisme? Est-ce que c'est plutôt cet effet qui passe par les structures du merle d'abord? Et en ayant une gamme des conditions, une gamme de complexité et des différentes communautés des macrophones, on arrive à voir un peu mieux. On peut départager toutes ces influences, à les pondérer. Et puis en plus, le fait d'avoir plus de 20 ans de mesure, ça donne aussi une histoire. C'est ça. De ça. Et en parlant d'histoire, est-ce que tu vois déjà des évolutions par rapport au changement des conditions en termes de température, d'acidité du milieu? En Bretagne, il y a peu de choses qui ont été faites encore sur
sur l'acidification des océans et du merle, mais on sait déjà que les algues coralligènes, elles peuvent être impactées par le changement climatique, justement parce que l'acidification, elle a un effet sur les dépôts du calcaire. On voit ça sur différents types d'animaux. Le plus connu, c'est les coraux. Mais aussi, il y a des études qui montrent qu'il y a des crabes qui ont du mal à faire leur carapace selon les taux d'acidité des océans. Le merle, en fait, la recherche, elle montre que s'il a du temps pour s'adapter, il peut être bien sur des conditions d'acidification légères. Mais on sait que cette augmentation, elle peut devenir beaucoup plus aiguë selon nos activités. Et du coup, c'est là où le grand problème il est. Et effectivement, si on pense que c'est les structures du merle qui est importante pour les espèces, si on enlève le calcaire ou qu'on difficulte cette création de leur carapace, entre beaucoup de guillemets, il va devenir encore plus fragile et être potentiellement plus cassé, plus facilement cassé. Et on va avoir un effet négatif sur sa structure, sur sa complexité, qui peut enchaîner du coup à une diminution de ses effets positifs pour la biodiversité, comme les effets de protection à la fois des prédateurs, à la fois des courants, des processus plus physiques. Si des étudiants qui nous écoutent se disent tiens, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien travailler, est-ce qu'il y a des pistes en fait encore à explorer Je trouve que déjà on a réussi à voir avec les premières analyses qu'on a fait qu'avec des données de photos, donc il n'y avait pas encore le 3D, on a déjà pu démontrer avec des modèles que la complexité, la forme, c'était le facteur qu'on avait regardé. Donc je vous ai dit, j'ai regardé plusieurs facteurs physiques. C'était vraiment la forme qui contribuait le plus pour la diversité, soit au niveau des nombres d'espèces, soit au niveau de quel type d'espèce est trouvé quelque part. Donc on a pu vraiment mettre des chiffres sur l'importance de cette complexité pour la faune. Je pense que la prochaine étape, c'est de voir justement comment des différentes activités humaines, elles vont avoir un impact sur cette complexité. Et du coup, comment essayer de trouver des alternatives à des activités qu'on ne peut pas s'en passer, d'une façon que cette structure elle soit gardée au maximum. Par exemple, à la rade de Brest, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de voir la pêche à la coquille Saint-Jacques, par exemple, en plongée. Parce que, justement, le problème avec cette activité, c'est qu'elle peut être faite à la drague, et du coup, c'est un gros engin lourd qui va passer et qui va râper le fond marin pour récupérer les coquilles. Je pense que vous pouvez imaginer le bruit de calcaire qui se brise quand ça arrive. Après, c'est une activité qui a une importance énorme pour les populations locales et on ne peut pas dire du jour au lendemain on arrête ça comme ça. Mais on peut trouver des alternatives et j'espère que mes travaux ils peuvent vraiment montrer l'importance de garder cette structure et d'essayer de trouver des alternatives qui vont les détruire le moins possible sans trop impacter les activités qui ont à la fois une importance économique mais aussi une importance culturelle. Et justement, moi personnellement j'aimerais bien continuer à travailler là-dessus. J'ai des petits projets que j'espère qu'ils vont avoir une suite et je pense que le futur dans ce domaine de vraiment caractériser les structures des fonds marins, elle est dans des nouvelles technologies comme du lidar qui est déjà utilisé beaucoup pour les forêts. Donc en gros c'est comme le radar mais c'est avec des lasers plutôt
Donc en gros, avec un détecteur, comment dire, le LiDAR, en gros, c'est un outil où on va avoir une machine qui va lancer des lasers et va le récapter. Et avec ça, il va avoir une image, mais super précise de l'espace 3D autour. Et ça existe déjà pour les fonds marins aussi, avec les ROV ou les drones sous-marins. Et je pense que ça serait un outil énorme. Mais encore, on a des petits problèmes avec les niveaux de définition. Donc, par exemple, l'approche que j'ai, qui essaie de reconstruire à partir des individus, elle est peut-être un peu plus longue, elle est peut-être un peu plus dure à faire et qui demande beaucoup de cartographique et de travail de la part de la machine, mais elle peut avoir une précision qui est peut-être importante pour détecter vraiment les espaces qui sont importants pour la faune associée. Ouais. Mais déjà, je pense que le futur, il est sur ces types de technologies qui vont pouvoir faire d'une façon très vite et très précise une carte en 3D de la topographie des habitats et qui va nous permettre aussi de voir si cet habitat il est impacté. Donc elle peut permettre aussi un suivi beaucoup plus facilement dans le temps. Par exemple, deux fois par an, on passe avec ces ROV pour voir est-ce que, avec les activités qu'on a en place, est-ce que déjà dans une saisonnalité, on voit des différences avant, après la saison, je sais pas, de tourisme ou de pêche. Est-ce qu'on voit que cet habitat il est impacté en termes de sa structure. Donc voilà, je pense que s'il y a des étudiants qui veulent s'intéresser à ça, c'est un peu le futur dans ce domaine-là. Ça commence à se développer et il n'y a pas trop de limites encore pour ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est très très intéressant. Voilà. Et en termes d'outils logiciels, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé utiliser qui n'existent pas encore? Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a des choses qui existent qui sont super déjà. Donc, je pense que c'est bien de parler. Et moi, j'utilise que des logiciels qui sont des logiciels libres. Et sinon, je code moi-même à partir des différents langages. Mais par exemple, un logiciel libre qui est beaucoup utilisé du coup, pour l'industrie du gaming ou des artistes graphiques, c'est Blender. Et du coup, c'est un logiciel libre. Bon, il y a des options d'acheter des choses développées par d'autres personnes qui utilisent ces logiciels libres, mais le logiciel en lui-même, il est libre. Et c'est super, en fait, on a plein d'options. Moi, j'ai commencé à explorer les possibilités de la 3D à partir de ce logiciel. Aujourd'hui, j'utilise beaucoup du code avec surtout du Python. Comme je t'avais dit au début, je commence à me lancer dans le code C++, qui est quand même beaucoup plus compliqué pour moi, qui a une formation de biologiste et pas d'informaticien ou des scientifiques dans le domaine de l'informatique. Et du coup, je trouve que c'est un peu moins accessible, mais vraiment, des logiciels comme Blender, ce sont des logiciels qui sont super faciles à apprendre, qui ont une interface qui, je trouve que c'est super user-friendly, je sais pas comment dire, ouais, ils sont faciles, voilà. Et qui ont une gamme énorme de tutoriels sur Internet et qui sont super pour la recherche aussi. En fait, on est en train de voir du coup que des logiciels créés pour l'industrie du gaming ou du design, ils peuvent être utilisés aussi pour faire de la recherche à partir des analyses de données 3D. Et je pense que ça c'est super pour des gens peut-être qui n'ont pas encore des bases sur le côté plus codage. Voilà. La 3D, avec la science, elle peut aussi être un super outil pour la vulgarisation scientifique et aussi pour la sensibilisation. Parce qu'en fait, on a tellement de gens qui ne vont jamais avoir la chance de plonger. Déjà, il y a des gens qui ne vont jamais voir la mer de leur vie, mais encore plus plonger et être dans des fonds. Donc, en fait, avec la reconstruction des habitats en 3D, on peut
on peut permettre aux gens à voir vraiment à quoi ça ressemble. Et comme des animaux assez visuels pour la plupart, ça nous fait immédiatement avoir une connexion plus forte avec les systèmes. Et je pense que surtout pour essayer de sensibiliser à la protection, ça va être un outil énorme. Ça a déjà été utilisé pour des musées, par exemple. Le musée national, il a utilisé pour la reconstruction des animaux extincts. Et en fait, ils avaient des lunettes de réalité virtuelle avec des modèles 3D qui ont été faits à partir de fossiles pour que les gens se sensibilisent aux espèces qui ont déjà été extinctes à cause des activités humaines. Et aussi, il y a eu déjà des interactions de ce type avec des grands mammifères marins comme des baleines et tout ça, pour que les gens puissent avoir vraiment une idée de leur dimension et vraiment avoir la chance de voir quelque chose qu'ils n'auraient pas normalement. Donc je pense que c'est aussi le côté mélange entre art, science et technologie que la 3D peut offrir. Elle est super et il y a un futur que je pense qui est brillant là-dedans. Au moins j'espère que ça va être un outil qui va se développer bien. Merci beaucoup, Victor Leite-Jardim. Merci. Merci pour l'invitation, c'était très intéressant. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.